Alors, maintenant que nous avons fini le paramétrage initial du site, nous allons pouvoir commencer à ajouter des éléments dans le body. On va commencer avec un élément section. L'élément section, c'est un des éléments principaux pour structurer une page web. Il va permettre de regrouper du contenu thématiquement lié. Bien sûr, on pourrait utiliser d'autres types d'éléments, comme le div, qui est un bloc plus ou moins universel, mais l'utilisation de sections est principalement une question de convention et de bonne pratique. Ça permet d'améliorer la lisibilité du code et l'accessibilité. Lorsqu'on regarde dans le navigateur, on peut distinguer les différentes sections qui composent la page et comprendre comment est architecturée cette page. En revanche, on aurait pu aussi utiliser des divs, comme on va le faire avec les éléments enfants, mais ça prêterait visuellement un petit peu à confusion. Donc retenez que c'est un bloc qui contient tout le reste par section thématique, mais qui fonctionnerait exactement pareil que n'importe quel autre type de bloc. Ensuite, à l'intérieur de cette section, nous allons ajouter un conteneur que nous allons glisser à l'intérieur de la section. Le conteneur permet de maintenir une mise en page cohérente et responsive. Il permet de centrer le contenu et de limiter la largeur. Nous voyons ici que tout ce qui sera à gauche et à droite restera vide, parce que tout le contenu sera centré à ce niveau-là. Ça permet de garder une cohérence du contenu en fonction des différentes tailles d'écran. Plus l'écran grandisse ou rapetissit à ce breakpoint, le contenu restera le même, plutôt que étirer le texte et les images. Au contraire, sur les breakpoints inférieurs, ce conteneur s'adaptera, voire s'étendra directement jusqu'au bord de l'écran. Maintenant que nous avons nos deux éléments, commençons par ajouter un petit peu de style. Par exemple, comme nous savons que plusieurs sections vont se succéder, on va ajouter une marge en haut et en bas de cette section pour pouvoir les espacer. Donc, on va sélectionner notre section ici et on va créer une première classe qu'on va appeler section ou section en anglais. À partir de ce moment-là, tous les paramètres de style que nous allons appliquer sur ce panneau seront rattachés à cette classe. C'est-à-dire que si nous créons une nouvelle section par la suite, seront rattachés à cette classe. Je vais vous montrer dans un instant ce que cela signifie. Commençons par ajouter la marge comme nous le souhaitions. Ici, nous pouvons définir une marge top, donc qui va ajouter un espace en haut, une marge bottom qui va ajouter un espace en bas, également pour la gauche et pour la droite. Dans notre cas de figure, on ne veut ajouter qu'une marge en haut et en bas. Donc on va réinitialiser les paramètres gauche et droite. En l'occurrence, on va même faire reset. Autrement, le 0 pourrait être considéré comme un style que nous avons appliqué nous-mêmes, alors qu'on veut juste le réinitialiser. Ici, nous avons une marge supérieure et inférieure définie à 140. Nous souhaitons la descendre à 70. Donc on peut le faire soit l'une après l'autre, soit nous pouvons rester appuyé sur la touche Shift, donc majuscule, et pouvoir jouer sur les 4 en même temps. Autrement, si on ne veut ne jouer que sur le haut et le bas, on va rester appuyé sur la touche Alt et descendre donc à 70. Voilà donc pour le style de notre section qui sera réutilisé un peu partout sur le site. Maintenant pour le conteneur. On voit ici qu'on a déjà pas mal de paramètres qui sont définis de manière automatique pour ce bloc. On voit par exemple qu'on a une marge automatique à gauche et à droite qui permet de toujours centrer notre conteneur, ainsi qu'une max width, donc une largeur maximum de 940. Ce qui fait que le contenu ne s'étendra pas au-delà de 940 pixels. Dans notre cas de figure, nous n'avons pas forcément besoin d'ajouter de style particulier supplémentaire. Mais on va quand même ajouter une classe à cet élément, notamment déjà pour pouvoir le différencier dans le navigateur. Donc là, en l'occurrence, on va lui donner le même nom. Ça ne changera pas grand-chose, mais ça sera plus parlant sur des éléments plus tard lorsque nous renommerons un div plutôt que l'essai div. Mais dans un souci de lisibilité et surtout de style pour les breakpoints inférieurs plus tard, nous allons quand même malgré tout donner une classe à cet élément que nous allons appeler conteneur. Pourquoi je l'écris en anglais? Alors, ce n'est pas obligé, on pourrait très bien l'appeler conteneur à la française, mais il est de convention en développement de travailler en anglais. Tout simplement parce que si demain vous avez besoin de transmettre votre travail à un autre développeur, l'anglais est la langue internationale du développement. Donc ça permet de transmettre votre travail beaucoup plus facilement et le rendre compréhensible pour tous. Vous pouvez bien sûr utiliser des classes en français si vous n'êtes pas à l'aise avec la langue de Shakespeare.
Dans le cadre de cette formation, j'utiliserai principalement une terminologie en anglais. Ajoutons désormais un petit peu de contenu à notre page. On va commencer avec un titre, donc on va aller dans typographie, heading. Heading qui veut dire titre en anglais. Et on va le glisser à l'intérieur de notre conteneur. Donc ici, lorsque vous déposez le heading, vous avez un petit menu qui vous donne des paramètres supplémentaires. Donc en fait, vous pouvez choisir le niveau de heading 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 qu'il va falloir choisir en fonction de la hiérarchie de votre contenu. Là, en l'occurrence, c'est le titre principal de la page. Donc on veut que ça soit un titre de niveau 1. Il n'y en a qu'un seul. En termes de référencement, c'est très important, car c'est lui qui va dire au moteur de recherche comme Google l'idée principale de la page. Ensuite, les différentes sections qui vont avoir leur titre également vont être composées de H2 ou de H3, comme expliqué dans la vidéo d'introduction sur l'architecture du contenu d'une page web. Notre agence immobilière est spécialisée dans l'immobilier de luxe, donc spécialiste de l'immobilier de luxe. Très bien. Avant de styliser tout ça, ajoutons les deux autres éléments dont nous avons besoin. Un paragraphe que nous allons glisser juste après le titre, ainsi qu'une image. Là, on a un menu qui s'affiche qui nous permet de sélectionner directement l'image. On va s'y intéresser juste après. Donc pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand chose. Donc on va commencer à styliser tout ça pour se rapprocher du design final de notre site internet. Commençons par le titre. Comme pour chaque nouvel élément qu'on va créer sur notre site internet, on va lui définir une classe auquel sont rattachés tous ces paramètres de style. Title, héros dans le cas de figure, car c'est le titre de la section héros de la page d'accueil. On voit que la police par défaut définie est Arial, alors qu'on a défini dans nos variables personnalisées qu'on voulait du roboto. Donc on va sur variable prédéfinie et on va sélectionner notre variable title. Un niveau de gras de 700, très bien. La couleur, en revanche, on a aussi une couleur prédéfinie qui est notre dark gray. Donc on va sélectionner dark gray. Et pour la taille du titre, on aimerait quelque chose d'un petit peu plus grand. Donc on va monter à 50 pixels. Donc qui définit la taille de la police. À côté de ça, nous avons ici height. C'est l'espacement vertical disponible dans la box du titre. Donc là, on voit très bien que la box s'arrête pile à la limite en haut et légèrement en dessous. Ce qu'on veut, c'est augmenter un petit peu cet espace pour aérer un petit peu plus le texte. Donc montons-le par exemple à 60. Voilà. Ensuite, on va espacer un petit peu plus le titre de notre paragraphe. Augmentons un peu la marge inférieure pour passer à 20. Très bien. Maintenant, passons à notre paragraphe. C'est un paragraphe de la section Hero. On ne le retrouvera pas ailleurs sur le site internet. Donc, on va lui donner un nom de classe qui lui sera propre. Paragraph Hero. Commençons par lui définir sa fonte, donc sa police d'écriture. On avait dit Inter. Le niveau de gras est convenable. La police, augmentons-la un petit peu à 16 et l'espacement vertical est correct. La couleur, en revanche, notre fameux dark gray. Et pour finir, ajoutons un peu plus d'espace dans la partie inférieure par rapport à l'image. Donc, montons tout ça à 40. J'allais oublier, définissons bien sûr le paragraphe de notre section Hero. Passons maintenant à notre image. Pour l'instant, dans notre contenu multimédia, nous n'avons pas grand-chose. Avec cette formation, je fournis l'ensemble des éléments que nous avons besoin pour la création du site internet, qu'il s'agisse des images pour les biens immobiliers, pour les pages du site ou tout autre élément. Alors, commençons par organiser tout ça avec un dossier. Donc, on va appeler ce dossier Homepage, car on veut n'y mettre que les images qui ne concernent la page d'accueil pour pouvoir organiser tout ça. Parce que lorsqu'on a quelques images, ça va, mais lorsqu'on travaille sur un site assez lourd qui contient énormément d'éléments multimédia, on commence à s'y perdre. Donc, Homepage, on va prendre nos images. Donc, on va aller dans Homepage et on va sélectionner les trois et les envoyer à Webflow. À partir de là, vous pouvez retourner directement sur l'image et cliquer sur le petit icône Options. Au même titre que la petite pop-up d'options que nous avons eu sur le titre au début, on a pareil pour l'image. Donc, on peut sélectionner directement l'image que nous souhaitons, donc Hero JPEG, et l'image se rattache automatiquement à notre élément image dans notre structure du site internet. Ici, on peut directement définir les paramètres de largeur et d'auteur qui vont affecter les styles CSS, mais laissons ça de côté pour l'instant, on va s'en occuper directement ici. Lorsqu'on crée un site internet, il est de bonne pratique de définir
une largeur à 100% pour une image, de manière à ce qu'elle s'adapte tout le temps en fonction de la largeur de l'écran, qui est l'unité un peu de base dans le développement web. Donc, on va sélectionner notre image et commencer par lui donner un nom de classe, donc image. Comme je viens de l'évoquer, on va donc lui donner un paramètre de largeur de 100% pour que cette image s'adapte toujours en fonction de la taille de l'écran. Par défaut, la hauteur sera définie comme automatique. La largeur maximale sera quant à elle définie également sur 100%. Nous avons une image qui s'adapte parfaitement en fonction de la taille de l'écran. Lorsque la largeur de l'écran varie, l'image va se réadapter automatiquement. Stylisons-la un petit peu plus, donnons-lui par exemple des bords arrondis. Pour ça, nous avons un paramètre qui est border, donc qui va toucher les 4 bordures de l'élément, donc pas l'image en elle-même, mais la box qui contient l'image. Nous, en l'occurrence, on va s'intéresser au paramètre radius, qui veut dire coin. Donc, est-ce qu'on veut appliquer ce paramètre à l'ensemble des coins ou à des coins en particulier? Comme on recherche un effet d'arrondi sur l'ensemble des angles, on va rester sur celui-ci. Et on va augmenter la valeur à 15. Vous pouvez voir que l'image s'est arrondie dans l'ensemble des angles. Pour aller plus loin, on peut aussi ajouter un effet d'ombre à cette image. Pour l'instant, elle est juste posée sur le fond de la couleur de notre body. Le fait d'ajouter une ombre la stylise un petit peu plus et donne un effet de relief. Donc pour ça, on va aller dans la section effets et on a ce qu'on appelle la box shadow. Donc la box shadow nous permet de définir si on veut une ombre sur l'axe X, donc l'axe horizontal, l'axe Y, en ajustant simplement les valeurs en termes de pixels ou toute autre valeur informatique. Dans l'autre cas de figure, nous allons nous baser sur REM, qui est une mesure qui dépend directement de la taille de l'écran et donc relativement responsive. Donc on va définir une taille de 0,5 REM, car on ne veut pas une ombre trop prononcée non plus. Ensuite, nous avons le paramètre blur. Le paramètre blur, c'est ce qui va permettre d'ajouter ou de réduire du flou à cet effet d'ombre. Donc là, on voit que ça fait quand même assez bloc, donc on va augmenter le blur. On va prendre la même unité de mesure, on va repasser en REM et on va ajouter 1. Et on se retrouve maintenant avec un effet d'ombre très léger qui apporte un petit peu de relief à l'image. Étant donné que cette propriété a été ajoutée sur la classe image, toutes les images que nous utiliserons par la suite et pour lesquelles nous ajouterons la classe image bénéficieront du même style. Pour finir cette partie, on aimerait bien que le titre et le paragraphe soient centrés par rapport à l'image pour que ça soit un peu plus harmonieux. Donc on a deux solutions pour ça. La première, aller directement sur chacun des éléments et sélectionner de centrer le texte. Donc juste ici, typographie, align, on pourrait choisir center. Mais en développement web et en développement tout court d'ailleurs, il y a une convention qui dit que si on peut éviter de répéter la même chose, alors ça serait bien de le faire. Du coup, pour faciliter tout ça, au lieu d'appliquer ce paramètre indépendamment sur chacun des deux éléments, on va mettre ces deux éléments dans un même bloc qui bénéficiera de cette règle de centrage. Donc, on va ajouter le bloc plus ou moins universel div, qu'on va mettre juste là, et glisser nos éléments à l'intérieur. Ce div bloc que nous allons appeler title hero block et pour lequel nous allons appliquer le paramètre de centrer le texte. Vous voyez maintenant que tout le texte est centré par rapport à l'image avec une seule propriété. Cette particularité que nous avons déjà vue dans la vidéo d'introduction sur le CSS s'appelle l'héritage. Les deux éléments enfant, titre et paragraphe bénéficient du style de leurs parents, le div block title hero block.